Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode du podcast D'une plume à l'autre. D'une plume à l'autre est un programme proposé par l'association D'un livre à l'autre, présenté par Patricia et moi-même. C'est un moment de conversation avec un auteur ou une autrice autour de l'écriture. Et pour ce premier volet, nous accueillons aujourd'hui l'autrice Katie Stewart. Avant que Katie se présente, je voudrais d'abord vous parler des nombreux ouvrages qu'elle a écrits. Donc, elle écrit surtout autour de l'imaginaire, science-fiction, fantastique, mais aussi des essais, des recueils, des nouvelles et poésies. En roman et recueil de nouvelles, Connexions interrompues a été un des premiers qui a été édité en 2011 aux éditions Rivière Blanche. Noir sur blanc, c'est un roman qui a été édité aux éditions Henry, collection La vie comme elle va, en 2012. Donc Katie, si je me trompe, n'hésite pas à me... Confession d'une séancière, c'est un roman également qui a été édité par Lu-Édition en 2018 et qui a été sélectionné aux Imaginales 2019. Et un roman qui va sortir, ça c'est une parution récente, L'Évangile selon Myriam, qui paraîtra en octobre 2021. Et je n'ai pas retenu la maison d'édition. C'est chez Mnemos. Chez Mnemos, d'accord. Des recueils de poèmes également, donc je ne sais pas appartenir. L'Arbre, c'est édité chez l'Arbre d'Or en 2006. 2 saisons en enfer, les éditions du Net en 2020. Mais aussi une cinquantaine de nouvelles dans les revues comme Galaxy, c'est des magazines de science-fiction, n'est-ce pas? C'est ça. Et plein d'autres. Katie, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à vous de t'accueillir. Et pour commencer, merci de te présenter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà, pour qu'ils te découvrent. Alors, vous avez entendu la liste de mes œuvres, donc déjà vous en savez pas mal sur moi. J'écris donc depuis longtemps et je suis publiée depuis 2003. J'ai commencé par la poésie, ce qui fait un parcours qui peut être étonnant en termes d'écriture. J'écris des choses réalistes, mais aussi de la science-fiction, du fantastique. Et je reviens régulièrement à la poésie, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de hiérarchisation entre les thèmes. Autrement, je suis psychologue clinicienne comme métier dans la vie de tous les jours. Je suis aussi doctorante en psychologie. Et j'ai longtemps travaillé à l'Éducation nationale. Super. Merci Katie de cette présentation. On est ravis d'avoir cet échange avec toi. Donc échange autour de l'écriture. Et pour commencer, peut-être une première question. Du coup, pour commencer, on aimerait savoir quel est votre lien avec les livres et la lecture. Alors, les livres, c'est une vieille histoire, parce que je pense qu'ils étaient déjà là avant moi. Mes parents ont toujours lu. J'ai toujours vu mon père, ma mère avec des livres, donc il y avait une évidence à la lecture. Alors, on ne lisait pas forcément les mêmes choses, par contre. Mon père, c'était la Bible et rien d'autre, quasiment. Ma mère, plutôt des romans policiers. Donc, voilà, il y a un peu de tout, mais très, très jeune, en tout cas, j'ai voulu apprendre à lire et apprendre à écrire pour écrire des histoires. Il n'y avait pas de questionnement, c'était pas pour faire des chèques ou des lettres à l'administration, c'était pour écrire des histoires. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que c'est écrire, qu'est-ce que c'est lire. C'est venu vraiment tout seul, quoi. C'est un peu le milieu dans lequel je baigne. D'accord. Et aujourd'hui, ça reste. C'est-à-dire que même si, après ma reconversion professionnelle, je me suis retrouvée à lire beaucoup, beaucoup d'ouvrages théoriques, un bon roman, à lire par petits bouts le soir avant de me coucher, c'est quand même pas mal. Je vois. Katie, qu'est-ce qui t'a emmené à l'écriture à un moment donné? Donc c'est vrai que ça a commencé très tôt chez toi. Oui, c'est ça. Donc j'ai commencé effectivement à écrire des histoires pour moi. Donc je fais vraiment une différence entre écrire et écrire pour publier. C'est pas tout à fait la même démarche. Mais en tout cas, j'ai toujours écrit des histoires
que je lisais moi pour moi, que je partageais avec mes frères, avec les copains, les copines. Et puis, j'ai commencé à être lue tout début des années 2000 par des gens qui appréciaient. Alors, c'était de la poésie à l'époque, mais j'écrivais à la fois de la poésie et des textes de chansons, qui pour moi étaient la même chose. Et la question de l'édition ne s'est posée qu'un peu après, quand une amie a envoyé mes poèmes sans m'en parler à une revue qui faisait de la poésie, et ça s'est assez mal passé parce que je n'ai pas accepté cette intrusion finalement dans mon travail et cette exposition involontaire. Mais c'est quand même cette expérience désagréable qui m'a donné le goût d'avoir des retours sur ce que je fais et le sentiment que ça pouvait apporter quelque chose à des gens. Quand on me dit je me suis totalement reconnue dans ce poème et ça m'a aidé à comprendre ce que je vivais, je me dis, ouais, ça sert à quelque chose, quoi. D'accord. Et pourquoi principalement dans le domaine de l'imaginaire ? Alors, mon entrée dans le domaine de l'imaginaire, donc l'imaginaire, c'est science-fiction, fantastique, fantasy. Alors, j'écris pas de fantasy. Quoique, peut-être je vais m'y mettre, c'est pas gagné. Ça s'est fait un peu par hasard, mais je crois que la vie, elle marche comme ça, ce sont des rencontres. Donc j'ai rencontré, quand j'habitais en Belgique, donc autour de 2003, 2004, 2005, j'ai rencontré un auteur de science-fiction qui était donc Alain Lebussy, auteur moyennement connu, qui avait publié pas mal de choses. Et c'est mon compagnon de l'époque qui était fan de science-fiction, qui avait tout lu, qui avait toute sa bibliothèque avec tous les trucs qu'il fallait lire. Moi, j'en avais lu très peu. Mais il se trouve que j'ai fait des études scientifiques, donc j'avais un peu cette culture-là. Et donc je me suis retrouvée finalement à fréquenter des gens qui lisaient beaucoup de science-fiction. Et cet homme m'a dit, mais enfin, t'écris, puisque t'écris de la poésie et t'écris des nouvelles. T'as une culture scientifique. En réalité, tu as tout ce qu'il faut pour écrire de la science-fiction. Tu devrais essayer. D'accord. Bon, j'ai commencé par rigoler. Et puis j'ai essayé. J'ai fait de la très mauvaise science-fiction. Très très mauvaise, c'est-à-dire qu'on réinvente des choses qui ont déjà été faites 50 000 fois en se disant « Oh, c'est trop génial !» Et alors, il voyagerait dans le temps, et puis il ferait ci, puis il ferait ça. Bon, très banal, mais bon, il faut bien commencer. Et c'est un milieu qui est plutôt tolérant, en tout cas pour ce qui est de l'écriture. Et on a le droit d'essayer de se planter, de réessayer, et c'est pas très grave. Donc, du coup, j'y suis restée, et j'ai vraiment trouvé là-dedans quelque chose d'une ouverture. Pouvoir se décaler dans l'espace, dans le temps, pouvoir imaginer d'autres possibilités, ça ouvre vraiment, quoi. On n'est pas limité à ce qui est ici et maintenant. Donc, j'ai trouvé que c'était absolument immense. Du coup, tant que j'aurai pas fini d'explorer tout ce qu'on peut faire en science-fiction, je continuerai à en écrire. C'est super, c'est chouette. ça. Alors, dis-moi, Katie, est-ce qu'il y a des auteurs, des autrices qui t'inspirent et qui continuent de t'inspirer et qui t'amènent peut-être vers des formes d'écrit que tu n'aurais pas explorées sans ces personnes-là? Alors, en fait, c'est surtout la vie qui m'inspire. Et il me semble que écrire, c'est avoir un regard particulier qu'on pose sur les choses. Et je cultive ce regard. Et j'ai pas vraiment le sens d'avoir des modèles ou des choses comme ça. Ça doit être à cause de mes parents. J'ai pas appris à les admirer, donc j'ai vraiment du mal à avoir cette espèce d'admiration qu'on peut avoir pour les personnes qui font des choses. Cependant, il y a des œuvres que j'aime. Il y a des auteurs dont j'aime le travail. Et, lesquels? Je vais en citer quelques-uns. Ouais. Alors, il y a Julos Bocarn, qui est un auteur et chanteur belge, qui est complètement foufou. Et quand je lis ces bouquins, je pense notamment à Mon terroir, c'est la galaxie, où il y a des petits bouts de lettres, de la poésie, des faux traités scientifiques, enfin vraiment de tout. Ce côté bordélique me fait des échos avec ma façon d'écrire, et je pense qu'un jour je ferai un bouquin fourre-tout comme ça, avec des choses qui viennent
d'un peu partout. Après, je suis aussi intéressée par les personnes qui structurent beaucoup. J'ai appris à structurer. Moi, c'est ma formation scientifique qui m'a aidée à structurer le côté foisonnant de mon imagination. Et j'aime bien regarder comment les autres structurent. Donc, je pense à Agota Christophe, qui est une autrice malheureusement décédée, qui a fait un travail sur le minimalisme de la langue, notamment sur le Grand Cahier, la trilogie du Cahier. Elle a quand même posé qu'elle enlevait tout ce qui est émotionnel, expression des émotions dans ses textes, et écrire 3 bouquins en faisant ça. Ouais. C'est super parce qu'effectivement, les émotions, c'est nous qui les rajoutons, donc on est encore plus impliqués. Donc j'aime vraiment beaucoup le travail d'Agota Christophe pour ça, un travail sur la langue aussi et le rapport à la langue. Et sinon, j'ai Kundera et Stefan Zweig qui sont, que j'arrive pas à séparer parce que pour moi, ils sont aux 2 bouts d'un spectre. Ils écrivent court, tous les 2. Ça me ressemble, d'écrire court. Mais alors, chez Kundera, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de place, beaucoup de vide qu'on peut remplir et qu'on doit remplir quand on est lecteur. Et chez Zweig, il y a comme une accumulation, comme ça, quelque chose de très serré. Et je me dis que ce que j'aimerais, en tout cas dans ma pratique, c'est de me trouver entre les 2. Quelque part entre les 2, où il y aurait suffisamment de place pour l'imagination du lecteur et quand même suffisamment de matière. Donc voilà. Sinon, en science-fiction, parce que j'ai toujours pas parlé de science-fiction, alors j'adore le travail de Catherine Dufour, qui en plus est une personne formidable, donc tout ce qu'elle fait, je lis. Sauf peut-être un peu sa fantaisie, parce que je suis un peu moins penchée dans la fantaisie, et c'est un peu les tropes de la fantaisie, mais en tout cas, voilà, Catherine Dufour, en fantastique et en science-fiction, je lis tout. On parlait tout à l'heure d'Octavia Butler, que la France redécouvre tranquillement grâce aux éditions du Diable Vauvert. Donc je l'ai lu en VF et en VO parce que tout n'est pas traduit. Et en autrice de science-fiction, enfin, je trouve ça super. C'est-à-dire qu'elle a quand même creusé à partir de ce qu'elle est pour produire des écrits qui nous touchent tous. Et je crois que c'est la façon qui marche. Il me semble que c'est la bonne manière de faire. Pas de copier ce qui existe, mais de creuser à partir de ce qu'on est. Et puis, qui je citerai encore ? Peut-être Nnedi Okorafor, mais je suis encore son travail doucement. Son œuvre est en cours, hein, donc suivons-la et voyons ce qui va en sortir. Oui. D'accord. Bon, avez-vous un rituel d'écriture, quelque chose que vous faites qui vous permet de vous concentrer pour écrire ? Alors, on m'aurait posé cette question-là qu'il y a 2 ans, j'aurais dit non, jamais. Je fais ce que je veux, quand je veux, parce que voilà. Sauf que je fais beaucoup de choses. Hein. Je fais vraiment beaucoup de choses. Le temps est court, mes journées en ont que 24 heures, donc j'ai été obligée de poser des rituels. Au moment où j'ai été prête à le faire, et ça marche bien. Donc, par exemple, j'écris le matin. Le matin... Le matin, c'est quelle heure pour toi ? Alors, je pars de chez moi pour aller travailler à 8h40. Bon, 45, je suis un peu en retard parfois. Et en fait, je me réveille à 7h30. Je n'ai besoin que de 10 minutes pour me préparer. Je fais partie de ces femmes-là. Il n'y a pas trop de maquillage ni rien, donc je remplace la routine beauté par une routine écriture. Donc on enlève ces 10 minutes-là et le reste, c'est écrire. Donc voilà, je fais ça le matin. Ce qui est bien, c'est que je mis ça en place quand j'ai commencé mon nouveau boulot. Donc c'est pas comme si je décidais de me réveiller plus tôt que d'habitude. Oui. L'habitude, c'est ça. Et donc du coup, il n'y a pas de questionnement. Et puis ce qui est pas mal, c'est que 7h40, parce que le temps de sortir du lit, tout ça, 7h40, c'est l'heure à laquelle j'étais devant mon établissement scolaire quand j'étais conseillère principale d'éducation. D'accord. Donc, je n'ai pas le sentiment de me lever tôt pour écrire. Donc, effectivement, j'écris le matin et ça marche plutôt pas mal. Il n'y a pas trop de soucis de la journée. Et puis, ça instaure le fait d'y penser la journée. C'est-à-dire que j'ai accompli mon écriture au moment où je vais travailler. Et
ça travaille, ça continue de travailler. Le matin, le lendemain, quand je me réveille, je me dis, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? On va où? Et il y a déjà des choses qui sont prêtes. Donc ça marche plutôt bien. Je ne sais pas s'il faut le conseiller aux gens, parce que quand on me donnait des conseils de ce genre-là, je ricanais en disant, ouais, c'est ça, bien sûr. Mais en tout cas, pour moi, ça marche. Et un autre rituel, c'est un jeu littéraire que j'ai mis en place sur Twitter qui s'appelle Writever, et qui consiste à écrire tous les jours une histoire à partir d'un mot. Et c'est une histoire qui fait la taille d'un tweet. Donc quand je dis que j'écris court, 280 signes, moins les 9 du hashtag qu'on met pour se retrouver. Ouais. Et en fait, j'ai commencé ça en novembre, puisqu'octobre, c'était une autre personne qui avait fait une proposition un peu du même genre. Donc moi, j'ai commencé Writever en novembre. Et donc, ça fait 8 mois que ça dure. Il y a une communauté, du coup, oui, on est une cinquantaine à écrire en français, un petit peu moins en anglais, parce que maintenant, on a démarré en anglais depuis 2 mois. D'accord. Ce qui fait que le matin, quand je suis dans les transports en commun, ou même quand je ne suis pas dans les transports en commun, puisque je ne travaille pas tous les jours à l'extérieur, j'ai 2 textes à écrire. J'en fais un en français et un en anglais, à partir des mots qui sont proposés. Et là, depuis le 2e mois, ce sont des participants qui proposent une liste. D'accord. Donc là, pour 1er août, on va lancer la liste de mon amie Clémence, Minute Simone, sur les règles, les menstruations. D'accord. Donc pendant 1 mois, on va avoir un mot chaque jour sur les menstruations et on va écrire des textes de science-fiction. D'accord. Sur le mot proposé. Et c'est très drôle. Là, on finit Ça fait un peu un cadavreski, non? Pas vraiment, parce que chacun écrit son texte. Chacun écrit son texte. Mais on est rassemblés en étant chacun tout seul, en fait. D'accord. Et puis, il y a des personnes aussi qui ont du mal avec la forme courte. Je tolère cette faiblesse. Et donc, ils ont choisi de faire un texte suivi en prenant à chaque fois le mot du jour pour faire l'épisode suivant. D'accord. Et c'est pas à contre-courant du challenge In October qui est proposé. Là, c'est sur le dessin. Alors, ça vient de là. Oui, ça vient totalement de là, puisque Inktober, c'était pour les dessins. Et donc, j'ai découvert l'année dernière que quelqu'un avait lancé Writeober, donc écrire un mot par jour, pareil que Inktober, le même genre. Mais la personne qui avait proposé ça, donc Marion Sabourdi, elle avait utilisé des titres de textes de science-fiction pour sa liste. Il y avait plein de listes qui circulaient, ça ne m'intéressait pas. Et celui-là, je l'ai fait en me disant, pour une fois, je vais faire un truc régulier, tous les jours. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir, peut-être une semaine. Et à la fin du mois d'octobre, je me suis dit, mais je ne peux pas. Je ne peux pas rester comme ça. Et puis, qu'est-ce que je vais faire sur Twitter si je n'écris pas? Donc, j'ai lancé le Writever en me disant, on a fait Writeober, maintenant c'est Forever. Et on va voir combien de temps ça dure. Et voilà, donc là, je sais déjà qui va faire la liste en octobre. En novembre, ça sera moi parce que ça sera l'anniversaire. D'accord. Et j'ai déjà des candidats pour... Ça fera un an que ça dure. D'accord. Et donc, tous les jours. Wow. Okay. Donc ça, c'est du rituel quand même. Ah ouais. Pour le coup. Pour quelqu'un qui n'en avait pas et qui ne supportait pas la routine, là, je suis à fond, quoi. Et donc, voilà, tous les jours. Alors, c'est pas toujours génial, hein, mais il faut qu'il y ait un texte. Donc, il y a un texte. Même les week-ends, c'est pareil? Chaque jour. Oui. Chaque jour. Alors, parmi les participants, il y en a qui font 1 mois, 2 mois, qui font une pause, qui reviennent. Moi, j'ai lancé le truc. Donc, oui, chacun... Voilà. Et puis, on a un peu automatisé, puisque au début, on n'était pas beaucoup, on était une quinzaine, donc je retweetais tout, et puis j'avais le temps. Là, j'ai pas le temps. Donc, une participante nous a fait un robot Twitter qui retweet automatiquement dès qu'il y a le hashtag. Et ça vit sa vie, quoi. C'est super, ça. Et ça entraîne. Hein. J'ai vu déjà les participants qui progressaient au fur et à mesure. D'accord. Qui avaient un peu de mal parce que c'est pas facile quand même. Que ça soit une histoire pour de vrai. Et tous les en jours. 280 signes et d'avoir quelque chose tous les jours. Alors il y en a qui participent pas tous les jours, c'est autorisé aussi. Hein. Oui. Mais c'est un challenge aussi de se dire tous les jours. Et il y a une fluidité qui s'installe. Et les gens trouvent des idées. Et puis ils regardent ce qu'ont fait les autres. Et c'est chouette, je conseille.
Donc, Write Ever. Write Ever, donc à conseiller pour ceux qui souhaitent se lancer à l'écriture, tous les jours ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est un challenge qui est proposé, ça ferait 1 an. Et ça fera 1 an en novembre. Au mois de novembre. Alors, puisqu'on est dans les conseils, continuons. Continuons dans la lancée. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune auteur, ou à toute personne, auteur ou pas d'ailleurs, qui souhaite se lancer dans un projet d'écriture, ou dans l'écriture tout simplement, donc avec projet ou pas? En fait, j'évite de donner des conseils. Des méthodes. Parce qu'il y a des méthodes et je trouve ça gênant par moment de se dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc je peux partager mon expérience et le conseil minimal c'est vous voulez écrire, écrivez. À un moment, commencez à se dire comment ce je serait vais le faire. premier conseil. Oui, écrivez. Voilà, vous avez envie d'écrire, Écrivez. on s'y met. Ça sera peut-être pas très bon tout de suite, mais on s'y met. Il faut D'accord. faire, on apprend en faisant. D'accord, Ça va pas se faire tout seul. Et puis lisez. d'accord. Lisez, parce que des gens qui écrivent sans jamais rien lire, c'est un petit peu pauvre en fait. Hein. On s'en rend compte. C'est un petit peu pauvre. Et puis je dirais, essayez des choses en fait. Essayez des choses. Alors, je parlais de modèles tout à l'heure. Moi, ça n'a pas du tout marché comme ça, mais j'ai des expériences qui m'ont été rapportées de gens qui se sont dit en lisant quelque chose, tiens, j'essaierais bien d'écrire quelque chose de ce genre-là. D'accord. Faut essayer. Et puis d'essayer des genres différents, des façons de faire différentes. Essayez de comprendre ce qui se passe dans ce que vous lisez. Tiens, ça me donne de l'angoisse. Comment c'est fait? Et ça peut donner déjà la possibilité de trouver sa propre voix. Et je pense que c'est ça l'essentiel. C'est qu'est-ce que j'ai envie de dire et comment j'ai envie de le dire. Et peut-être, oui, peut-être le conseil essentiel, je crois, c'est savoir pourquoi on écrit. D'accord. Parce que des gens qui se disent je veux écrire parce que je veux devenir riche et célèbre, alors c'est une motivation comme une autre, mais moi j'aurais pas de conseil à donner à une personne comme ça parce qu'on fait pas la même chose. Donc voilà, savoir pourquoi on écrit et puis est-ce que si c'est pour soigner une blessure de la vie, je dirais d'abord une thérapie puis après on écrit, enfin voilà. D'accord. Mais savoir pourquoi, je crois que c'est essentiel. Ouais. Alors, tu nous as amené quelques poésies, Kitty. Peut-être qu'on peut faire une petite pause poétique d'extrait de poésie que tu vas nous lire de ton ouvrage 2 saisons en enfer. Oui, c'est ça, c'est celui qui a de été 2020. édité en 2020 aux éditions... C'est les éditions du Net. Alors, les éditions du Net, c'est le minimum qu'on peut faire en termes d'édition. Hein. Donc, il y a la sélection, mais il n'y a pas vraiment de travail sur le texte. C'est qu'ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Pour la poésie, j'ai choisi de faire comme ça parce que c'est compliqué, la poésie, en fait. Moi, je veux juste qu'ils existent, les textes en poésie. Ouais. D'accord. Donc, le texte ici, c'est brisant. J'aime tendre l'oreille aux complaintes en vers qui me bercent, pareil, au parfum de la mer. Et la mer insolente éloigne les bouteilles de la rive indolente aux brumes de sommeil. Dorment ces nuits pesantes, ces éthers maléfiques, la tiédeur accablante au courant sans musique. J'ai perdu la musique et la strophe et le chant, des roulis mélodiques, au mythe alléchant. Merci, Kitty. Alors, au fur et à mesure de la conversation, comme ça, on va faire des interludes où tu nous proposeras quelques textes de poésie de ton ouvrage 2 saisons en enfer. Mais du coup, comment construisez-vous vos histoires, les personnages Alors, la question de la construction, ça, c'est vraiment typiquement ce qu'on va trouver dans les ouvrages qui donnent des méthodes d'écriture. Il y a des gens qui ont besoin de savoir où ils vont, quelles vont être les étapes, qui préparent le voyage comme un voyage organisé, tout ça. Et en fait, ça, ce seraient les architectes. Et ces personnes ont besoin d'avoir tous les éléments avant de se mettre à écrire. Moi, je me reconnaîtrais plus facilement dans le côté jardinier,
où allez, on balance les graines et puis on voit ce que ça donne. Sauf qu'un jardinier, il ne fait pas par hasard non plus. Oui. C'est vraiment la pratique qui donne la manière de faire. Et il me semble, en regardant les deux méthodes, que de toute façon, il y a un moment où il faut mettre de l'ordre. Donc soit on le fait avant et après on écrit, soit on y va comme ça et on range après. Donc moi, je serais plutôt du genre à ranger après. D'accord. C'est peut-être plus acrobatique, hein, parce qu'on y va, on ne sait pas encore à quoi ressemble le personnage. Parfois, jusqu'au bout, je ne sais pas à quoi il ressemble, parce que je n'ai pas forcément besoin. Mais on découvre la psychologie du personnage au fur et à mesure, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il dit. Et on essaie quand même d'avoir une cohérence. Donc je pense que pour y aller comme ça... ça ressemble au pif. C'est pas au pif parce que finalement, on sait ce qu'on fait. Ouais. On fait pas du n'importe quoi. Donc, je pense que chacun doit trouver quelle est la technique qui lui ressemble le plus et puis affiner. Mais de toute façon, à un moment, il va falloir qu'il y ait une cohérence dans le récit, déjà, qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Et puis, dans ce que sont les personnages. C'est-à-dire qu'un personnage peut être complexe, mais il ne peut pas être introverti aujourd'hui et extraverti demain. Enfin, donc, si on a la cohérence déjà en nous, je pense qu'on peut y aller comme ça et ça va se faire au fur et à mesure. Ou sinon, il faut vraiment suivre les méthodes. Mais ça, les méthodes, il y en a, hein, il y en a pas mal. Après, il y en a deux que j'ai regardées de près. Donc, c'est la méthode de Lionel Davoust qui vient de sortir aux éditions Argile, qui s'appelle « Comment écrire de la fiction ». Je crois que ça s'appelle comme ça. En tout cas, l'auteur, c'est Lionel Davoust. Et puis, il y a aussi le livre de David Molmans, qui est éditeur dans l'imaginaire et qui a travaillé sur la créativité et qui propose aussi un guide. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle « Comment écrire son roman en 10 minutes par jour ». Ce qui est le titre le plus mensonger du monde, et il l'avoue très très vite, mais ça attire le regard en tout cas, et je trouve ça intéressant parce qu'il donne des pistes pour faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire essayer des choses, quoi. D'accord. Ça se travaille, la créativité. Donc il n'y a pas un modèle figé de comment écrire, c'est vraiment, on a envie, on se lance. Et non, qu'il n'y a pas vraiment de méthode. Ce qui se passe, c'est surtout essayer des choses. Donc du coup, pour conclure, il n'y a pas de conseil enfin, il n'y a pas de méthode prédéfinie pour se dire je vais me lancer dans l'écriture. C'est déjà une envie, on a envie, on y va, quoi, on se lance. Et au fur et à mesure, à un moment donné, les choses se construisent aussi, quoi. Oui et non, enfin ça s'apprend quand même, hein. Il y a ce mythe qu'on serait écrivain né et il n'y a pas de travail et on a le talent, et non, il faut quand même travailler. Mais il me semble qu'une des étapes, c'est quand même de comprendre qui on est et ce qu'on a à dire. Ça me paraît quand même essentiel, quoi. D'accord. J'ai une question concernant la publication des livres. Du coup, comment se faire publier ? Une fois qu'on a écrit, effectivement. Alors, j'ai pas de technique sur comment se faire publier. Surtout dans mon histoire, c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai pas pris beaucoup de risques. Il y a d'abord eu les publications dans la revue où il y a eu mes poèmes au début, donc où, comme je disais, j'ai pas fait grand-chose pour que ça arrive. Et l'éditeur m'en a redemandé, donc je lui en ai redonné. Donc là, il n'y a pas de prise de risque particulière, puisque voilà. Ensuite, il y a le milieu de la science-fiction avec toujours des commandes un peu. Des gens qui me demandent, t'écrirais pas un texte sur ci ou ça? Je dis oui ou non. Donc, ça se fait. La première prise de risque, c'est peut-être pour Noir sur Blanc, donc qui est sorti en 2012. Qui est un texte autobiographique, et donc le milieu de la science-fiction ne pouvait pas spécialement m'aider à le faire exister, mais j'avais envie qu'il existe, et du coup je me suis dit, c'est un texte dans lequel il y a des images, donc c'est des photos qui sont faites par mon ami Bertrand Robion, qui a un peu illustré une partie des choses que je raconte. Donc j'ai cherché dans le catalogue du Salon du Livre, en me disant, je vais chercher des éditeurs qui font des récits et qui font aussi de la photo, comme ça, voilà. Donc j'ai fait ma petite sélection,
j'ai envoyé et en fait, pour ce bouquin-là, je me souviens très clairement du jeudi où j'ai mis mon enveloppe dans la boîte aux lettres avant d'aller à un enterrement. Aïe. Et le lundi, j'avais sur mon répondeur la réponse de l'éditeur qui voulait savoir si le texte était toujours disponible. Donc là encore, prise de risque minimale. Et heureusement, parce que je pense que ça m'aurait peut-être découragée d'avoir des refus. J'en ai eu après des refus, mais à un moment, je ne me posais plus les questions de cette manière-là, en disant, oh là là, qu'est-ce que ça vaut? S'ils me disent non, c'est que mon travail est pourri, etc. Donc, comment se faire publier? Je pense qu'il faut y aller méthodiquement, ne pas se tromper à qui j'envoie. Si j'envoie de la fantaisie à un éditeur qui ne fait que de la science-fiction, il ne va pas prendre mon texte. Et ça n'a rien à voir avec la valeur de ce que je fais. J'ai écrit de la poésie, je ne vais pas envoyer de la poésie à mon éditeur Nemos qui ne fait que de l'imaginaire. Donc il y a vraiment ce travail-là à faire et j'entends, j'ai pas mal de copains éditeurs avec qui je ne travaille pas forcément d'ailleurs, mais je les entends se plaindre de ça. Le gros des manuscrits, c'est des gens qui n'ont même pas regardé ce que publie la maison d'édition et qui balancent en disant voilà, on verra bien. Et donc non seulement il y a une désinvolture en se disant je vais envoyer, c'est écrit maison d'édition, j'envoie, mais en plus ils ont envie d'aller se pendre quand on leur dit non. Bah non, à un moment on propose quelque chose à quelqu'un qui cherche quelque chose. Si j'envoie de la poésie à quelqu'un qui ne publie que des sagas en 10 volumes de fantaisie, Ben oui, c'est pas ni domaine. lui ni moi ne seront satisfaits. Et c'est juste normal. Mais voilà, donc là, on revient aussi à cette question. Qu'est-ce que je veux quand je veux être publié? Moi, je sais que j'ai envie d'être lu parce que ça m'occasionne des rencontres, ça m'occasionne des discussions, ça nourrit encore ce que j'ai à écrire, à explorer. Et ça me paraît important. Je sais aussi que je ne vais pas être super riche par l'écriture, vu le marché du livre actuellement. Donc, toutes ces illusions-là sont tombées. Et du coup, je ne joue pas ma peau à chaque fois que j'envoie un texte. J'ai envie qu'il soit publié, logique. Mais voilà, la rencontre se fait pas, Ça ne sera pas là, ça sera ailleurs. Mais ça veut dire aussi que j'ai travaillé. C'est pas j'ai écrit mon truc sans me poser de questions en me disant bah, c'est bon, je suis sincère. C'est pas grave si c'est bourré de fautes, c'est pas grave si ça n'a ni queue ni tête, j'ai du talent. Non, j'ai bossé, je sais que mon texte il est présentable, je choisis à qui j'envoie et j'attends sereinement voir ce qui se passe. Et si ça se passe pas, c'est pas la mort, parce que ça peut être encore mieux après. Et sur des nouvelles, j'ai eu des refus. La petite revue qui me dit non, ça nous a pas plu, donc on est toujours un petit peu triste en se disant bah moi je m'imaginais déjà et c'est non. Et puis après on la place dans la grosse revue qui va bien vous payer, parce que là aussi j'insiste, une fois qu'on a travaillé, on sait qu'on est légitime à être payé pour ce qu'on fait. Donc on ne paye pas pour être publié. Si on paye, c'est pas de l'édition. L'édition à compte d'auteur, ça n'a pas de sens. Soit l'éditeur prend sur lui de prendre le risque du marché et c'est lui qui me paye parce que je lui ai cédé mes droits et qu'il va se faire de l'argent avec mon texte. Soit c'est pas un éditeur. Soit c'est un imprimeur qui vous fait porter toute la charge et tout le risque et non, quoi. D'accord. C'est important de préciser ça et de le dire. Après, on peut être auto-édité, mais c'est encore un autre modèle. C'est-à-dire qu'on prend les fameux risques, De faire tout soi-même. mais on récupère aussi tout l'argent. Donc c'est un arbitrage à faire. Mais le entre-deux de l'édition à compte d'auteur, c'est de l'arnaque. C'est pas bien de dire comme ça, mais je vois pas comment le dire avec nuance. C'est des imprimeurs qui abusent du fait que les gens ont envie de voir leur nom sur un bouquin. D'accord. Donc on peut effectivement avoir des refus, mais ne pas se décourager. Il faut réfléchir par rapport au projet de livre qu'on a écrit, à quel éditeur spécialisé dans le domaine adresser le manuscrit. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est un peu comme tout. C'est-à-dire que si je veux vendre une voiture, je vais peut-être pas viser les enfants de l'école maternelle, en fait. Voilà, c'est...
Mais c'est vrai que sur le domaine artistique, il y a tellement d'histoires qu'on se raconte, qui romantisent tout. Ça ne m'empêche pas, moi, d'avoir un rapport à l'écriture très intime et très fort. J'aime écrire et il y a quelque chose de magique dans ce que je fais. Par contre, au moment où je vends mon texte, je vends mon texte, quoi. Ouais. Un petit peu de poésie. Un petit peu de poésie. Ouais. Ce jour-là, le jour où les cailloux, lassés d'être à genoux, changeront cœur de pierre contre larmes de chair, le jour où les poussières dispersées de la terre quitteront les tombeaux pour de joyeux rondeaux, le jour où les échos, rabâchés les oh-oh, chanteront des refrains nouveaux chaque matin, le jour où le chemin des larmes et du chagrin pâlira délaissé en jachère à jamais, ce jour-là, je saurai le mot et son secret. Ce jour-là, je pourrai m'éteindre sans regret. Merci Katie pour cette lecture. Alors justement, Katie, tu as écrit des romans, des nouvelles, des essais, des recueils de poèmes. Pièces radiophoniques aussi, d'ailleurs. Pièces radiophoniques, et j'oublie, pièces radiophoniques également. Est-ce qu'il reste encore des sujets, des thématiques que tu n'as pas encore abordées dans tes ouvrages? Tu parlais de fantaisie et que c'est un créneau que tu n'as pas encore pris. Est-ce que alors un petit ça peu quand même, commence à te... un petit peu quand même. Bon, le truc c'est que la fantaisie classique avec des nains, des elfes, des sorciers, des machins, c'est souvent des clones et c'est très rare d'avoir des choses assez originales pour m'intéresser. Donc j'ai pas envie d'en écrire. Par contre, je me suis rendu compte dans une discussion qu'avec les confessions d'une séancière qui reprennent quand même du surnaturel des Antilles, il y a une partie des textes qui vont être du fantastique un peu classique avec juste des créatures et des situations plus ancrées dans les Antilles et d'autres qui ne vont pas remettre en question l'existence de la magie, l'existence des créatures. Et ça, on est dans la définition de la fantaisie. Donc il est probable que j'en ai déjà un petit peu fait. D'accord. Et il est possible que je sois sur un projet en lien avec les confessions d'une séancière, mais c'est tellement tout neuf que je ne vais pas en dire grand-chose. D'accord. Donc il y a ça. Et sur la question des thèmes, alors souvent, en fait, j'écris pour explorer des questions qui me travaillent, et il y en a qui vont me travailler pour toujours. La question du temps. C'est important que le temps reste un mystère et qu'on puisse l'aborder sous différents angles. Donc, même si j'ai déjà abordé certains thèmes, parfois il reste toujours un angle que j'ai pas encore pris. Et oui, le temps, c'est vraiment typiquement ça. Et puis, alors la nourriture aussi. J'ai commencé à écrire des choses sur la nourriture, notamment une histoire de science-fiction qui, je pense, va avoir des développements... dans un futur où la nourriture est devenue tellement importante qu'on est classé en fonction de ce qu'on mange et toute la vie est régie par ça. Et un régime alimentaire va devenir un mode de vie complet. Donc il existe déjà 2 textes dans cet univers-là et j'ai le projet de prolonger ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de situations de la vie et d'interpersonnel qu'on peut lire à travers cette question de la nourriture. Donc ça c'est prévu. Il y a un autre thème que j'ai laissé de côté presque systématiquement, sauf pour un texte de science-fiction, c'est le thème de l'école. J'ai travaillé 15 ans comme conseillère principale d'éducation et c'est difficile d'écrire sur ce qu'on fait. J'ai essayé d'être créative dans ma façon de travailler et maintenant que je n'y suis plus, je rêve d'écrire une utopie scolaire. Et parce que maintenant, tu as un peu plus de recul dessus. Alors, j'arrivais à prendre du recul, mais... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as cette envie maintenant d'écrire sur ce sujet et pas quand tu y étais baigné dans le milieu et que s'il y avait peut-être... Oui, je pense que c'est ça, c'est la question du recul et de pas interroger directement la pratique. C'est-à-dire que quand on est dans un système comme l'éducation nationale,
Il y a la part de ce qu'on a envie de faire et la part de ce qu'on peut faire. Les limitations étaient telles que si je commençais à trop rêver, à comment ça serait si on allait au bout de nos merveilleuses idées, après on revient le lendemain dans le réel. C'est ça, sur le plancher des vaches, c'est peut-être un peu trop dur. Donc je me suis contentée d'avoir des petits rêves de poche pour le quotidien, en nourrissant quand même un petit peu les gros rêves. Et effectivement, je pense que ça va être plus simple d'être extérieur avec toute l'expérience que j'en ai aussi. Donc c'est un des thèmes aussi pour plus tard. D'accord. Et donc là, tu nous as parlé un peu des projets à venir ou des projets qui sont encore dans les tiroirs et que tu risques de les sortir à un moment donné. Ouais. Est-ce que... il y a celui, l'Évangile selon Myriam, qui sort bientôt en octobre. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors l'Évangile selon Myriam, c'est vraiment... je pense que ça va être le bouquin le plus personnel en termes de démarche. J'ai fait quelque chose que je fais dans la vie de tous les jours, mais qu'on ne fait pas forcément en écriture. C'est de la réécriture de choses existantes. D'accord. J'ai baigné petite dans l'église adventiste du 7e jour, mais alors vraiment à fond, avec un vécu sectaire dans la famille, voilà, très immersif, ce qui fait que je connais la Bible encore aujourd'hui par cœur. Et que c'est une matière que je n'ai jamais explorée par la littérature directement. D'accord. Donc l'Évangile selon Myriam, c'est une histoire de science-fiction post-apocalyptique. Donc ça se passe après une catastrophe dont on ne parle pas spécialement dans le bouquin, où on suit une communauté religieuse donc, qui se calque pas sur ce que j'ai connu, mais c'est quand même plus facile d'en parler. Donc une communauté dans laquelle chacun a un rôle précis en lien avec la survie. Myriam ne sait rien faire. Et comme par hasard, son papa prédicateur reçoit la voix de l'Évangile, la voix du Saint-Esprit qui dit qu'il faudrait qu'elle écrive le livre sacré. D'accord. Parce qu'une communauté a besoin d'un livre sacré. Donc sa mission, c'est de réécrire la Bible pour son peuple. C'est compliqué. Donc elle récupère ce qu'elle trouve. D'accord. Elle va récupérer des petits bouts de la Bible qu'on connaît tous, donc l'histoire d'Adam et Ève. Elle va essayer de la raconter avec le langage approprié pour son peuple. Et puis elle va trouver des choses comme le petit chaperon rouge. Elle se dit, oh bah oui, c'est la même chose. Donc elle va réécrire aussi et elle va faire toute une cohérence à partir de textes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres pour faire un livre qui traite de la vérité. Donc qu'est-ce que c'est la vérité qui est construite sur des choses qui n'étaient peut-être pas prévues pour être lues comme ça? En tout cas, il y a une lecture un peu décalée de plusieurs de ces textes mis bout à bout et qui est censé donner une cohérence de livre sacré pour conduire son peuple. Donc le livre que vous allez lire, c'est l'Évangile selon Myriam. D'accord. Ok. Ah bah, je me suis beaucoup amusée. Ah oui? D'accord. On a hâte de le découvrir. Et alors, il y a un autre projet dont tu n'oses pas. Non, mais il y a plein de projets en fait. J'ai une amie qui me disait, toi tu fonctionnes par projet. Ouais, je fonctionne par projet. Et en début d'année 2021, j'ai fait la liste de mes projets en cours. J'ai arrêté à 22. Ah, nickel. Donc il y a des choses à finir, il y a des choses à démarrer. Ouais. Mais donc, celui-là, ce projet-là, il est particulier parce que... Et il n'était pas sur la liste en plus. Ouais, en plus, voilà. Mais c'est un ami auteur qui t'y a emmené. Oui. Et ce qu'il y a de particulier et où, à nouveau, tu prends le compte courant des choses, c'est que ça s'adresse à la préadolescence, ado, voire jusqu'à jeune adulte, je dirais que ça pourrait aller. Oui, alors en fait, j'ai jamais écrit, officiellement, j'ai jamais écrit pour la jeunesse. Je dis officiellement parce que j'ai dans mes tiroirs des choses qui pourraient, mais il faudrait que je m'y penche. Donc pour l'instant, j'y touche pas. Mais j'ai jamais publié pour la jeunesse. Et ça n'a jamais été un projet, mais aussi, je pense, parce que je travaillais avec des ados. J'ai eu besoin pendant longtemps d'avoir un cloisonnement entre mon métier que je faisais à 100% et l'écriture que je faisais à 100%, il fallait que ce soit des 100% bien séparés. Et donc j'ai un ami auteur jeunesse, Fabien Clavel pour ne pas le citer, qui m'a contacté parce qu'il se souvenait d'avoir
adoré Noir sur blanc, donc, qui est mon texte autobiographique, qui est écrit a priori pour des adultes, et en me disant, mais t'as pas l'intention de faire une version jeunesse de ce livre-là? J'ai rigolé, j'ai pas d'intention, non. Mais parlons-en. Mais je lui ai expliqué que je savais pas comment ça marche, comment on écrit pour la jeunesse, qu'est-ce qui change, etc. Donc il m'a donné quelques éléments. Et donc j'ai terminé, c'était en mars donc. Et donc j'ai écrit le livre qui n'est pas tout à fait le projet de départ parce que savoir à l'avance, comme je disais tout à l'heure, ce que je vais écrire, ça m'empêche d'écrire. Donc j'ai trouvé d'autres angles. Et c'est une histoire qui est fortement inspirée de la mienne avec des variantes. Et on va voir ce que ça va donner. D'accord. Mais oui, écrire pour la jeunesse, c'est vrai que c'était pas dans mes plans. Ceci dit, Noir sur blanc a été travaillé par des élèves de première avec leur professeur. Il n'est pas épais et accompagné d'un adulte, ça se lit... C'est des jeunes adultes là, au lycée. Aux premières, oui. Ouais. Alors, moi, j'ai fait très peu de collège et j'ai beaucoup travaillé en lycée. Donc pour moi, c'est des petits encore. Ah oui, d'accord. Mais oui, ça, le nouveau projet, en tout cas, ça serait pour des plus jeunes, plutôt collège, plutôt début de collège, milieu de collège. Ouais. Mais voilà. D'accord. Bon, à suivre. Plein de projets en perspective à suivre, absolument à suivre Kitty Stewart. Merci Kitty de nous avoir accepté notre invitation pour ce premier épisode. Merci à vous, vous intéressez à mes trucs que je fais dans mon coin là. Qui sont intéressantes effectivement à mettre vraiment en lumière parce que tu es un peu une boulimique du travail, je dirais, ou peut-être une... Je suis une passionnée, oui. mais rigoureuse. J'ai le sentiment que ça peut contribuer à rendre le monde meilleur pour moi et pour ceux qui me sont proches et pour ceux qui me lisent. Et, enfin voilà, c'est ce moteur-là aussi, quoi. Merci d'apporter ta partition à ce monde. Et je ne sais pas si tu veux bien qu'on termine avec une petite poésie. Il y en avait 2 que tu préférais, il y a peut-être une 3e qui... Oui. Donc on va clôturer ce podcast avec une dernière lecture de poésie de Kitty Stewart, Une saison en enfer. En fait, je l'aime beaucoup parce que, alors comme la plupart de mes poèmes, c'est aller chercher au fond des émotions difficiles à exprimer et essayer de les exprimer quand même. Donc là, on est sur les peurs. Et comme on a eu un bel échange, je suis un peu émue. Ah, chouette. Merci beaucoup. Peur à la barre. J'ai convoqué de nuit, à la cour de mémoire, mes plus chers ennemis, mes fidèles cauchemars. J'étais témoin, jury, président, toge noire, avocat et partie, procureur, auditoire. Le satyre qui sourit fut rapide à la barre, jugé, lié, saisi, condamné au tiroir. La sorcière qui me suit détourna son regard et son œil cramoisi à mon réquisitoire. Les démons vinrent, aigris, monstrueux avatars. Justice les promis au tourment des trous noirs. Et ces terreurs sans cri accrochées au miroir, qu'on les contraigne aussi à l'interrogatoire. Mais les terreurs sans cri, je ne les pus avoir. Leur cortège de folie glaça jusqu'à la barre. Et voilà. Merci beaucoup Kitty pour ce moment. C'était super. Merci Patricia. Merci ravie d'avoir fait de même cet épisode. Merci à vous. Bonne journée tout le monde et puis à bientôt.